Bon, quand on mange un muffin, puis qu'on veut savoir quelle variété de muffin on nous sert, ben on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Y a-tu de la farine de blé entier? Y ont-tu mis des fraises? Donc, on regarde qu'est-ce qui a été utilisé pour confectionner le muffin. Bon, ben c'est la même chose pour les variétés d'hémoglobine. Donc, il y a 6 variétés d'hémoglobine humaine normale qu'on va voir ensemble. Donc, chacune de ces variétés dépend des chaînes de globine qui constituent le tétramère d'hémoglobine. Donc, on l'a déjà mentionné, notre tétramère d'hémoglobine est constitué toujours de 2 paires de globines. Donc, par exemple, si on associe une paire de globine epsilon, qu'on voit ici en vert, avec une paire de globine zeta, qu'on voit en jaune, ben, on obtient une variété d'hémoglobine Gower 1. Donc, on dit que c'est une zeta 2, epsilon 2 quand on veut la décrire et la caractériser. Donc, c'est la même chose si on associe une paire de globines alpha avec une paire de globines epsilon, bien, on obtient une variété d'hémoglobine Gower 2. C'est la alpha 2, epsilon 2. Et on continue. Si on associe une paire de globines gamma et une paire de globines zeta, on obtient la variété d'hémoglobine Portland, qui est une zeta 2, gamma 2. Si on associe une paire de globines alpha et une paire de globines gamma, on obtient la variété d'hémoglobine fétale ou hémoglobine F, qui est une alpha 2, gamma 2. Et si on associe une paire de globines alpha avec une paire de globines bêta, on obtient la variété d'hémoglobine A, qui est une alpha 2, bêta 2. Puis là, j'avais l'impression que j'avais fini, mais il en reste une. Si on associe une paire de globines alpha avec une paire de globines delta, on obtient la variété d'hémoglobine A2, qui est une alpha 2, delta 2. Donc là, je vous entends penser. Il y en a qui se demandent, faut-tu apprendre ça par cœur? Ben oui. Les variétés d'hémoglobine, il faut les connaître par cœur. Donc, il faut connaître le nom de la variété. Donc, par exemple, Gower 1. Il faut connaître sa formule moléculaire. Donc, c'est une zeta 2, epsilon 2. Puis en passant, l'hémoglobine F, je vous ai dit tout à l'heure que son nom complet, c'est l'hémoglobine fétale. L'hémoglobine A, quant à elle, elle est parfois appelée aussi l'hémoglobine A1. Donc, un petit peu de par cœur. Donc, maintenant, on peut faire un parallèle intéressant entre l'hématopoïèse chez l'embryon et le fœtus, donc ce schéma qu'on avait vu ensemble, et ce schéma de la synthèse des différentes chaînes de globines. Donc, on a ici le moment de la fécondation. Donc, on se souvient que l'érythropoïèse débute environ 19 jours après la fécondation. On a le temps zéro qui est le moment de la naissance de l'enfant et on a là la poursuite durant la vie de l'enfant et de l'adulte. Donc, lorsque la biosynthèse de l'hémoglobine débute, 19 jours après la fécondation, les premières globines qui sont synthétisées, ben, ce sont les globines zeta et epsilon. Donc, elles sont synthétisées à partir du début, là, 19 jours après la fécondation, jusqu'à environ
6 mois avant la naissance. Donc, on peut dire qu'elles sont synthétisées les 3 premiers mois là, de vie intra-utérine. En même temps, il y a aussi des globines alpha qui sont synthétisées donc dès le début, dès le 19e jour. Et elles vont être synthétisées tout le long de la vie intra-utérine et tout le long de la vie de l'individu. Donc, on atteint un plateau de globine alpha, puis on maintient ce plateau-là toute notre vie. En même temps, donc toujours à partir du 19e jour, après la fécondation, il y a aussi des globines gamma qui sont synthétisées. Donc, les globines gamma commencent à être synthétisées. Elles atteignent un sommet, puis au moment de la naissance, leur biosynthèse va diminuer et ça va diminuer encore durant la vie du bébé pour atteindre un plateau, mais très bas, qui va se maintenir tout le long de notre vie. Un petit peu plus tard, donc après les 3 premiers mois de vie intra-utérine, il va y avoir le début de synthèse de globines bêta. Donc, elles vont être synthétisées doucement. Ça va augmenter près du moment de la naissance. Là, dans les 3 derniers mois de vie intra-utérine, ça va augmenter beaucoup. Et on va atteindre un plateau élevé qui va se maintenir tout le long de notre vie. Et finalement, à partir de la naissance, il va y avoir synthèse des globines delta. Donc, ils vont rapidement atteindre un plateau très bas, mais qui va se maintenir tout le long de notre vie. Donc, on va maintenant reprendre ce même schéma de la synthèse des différentes chaînes de globines, puis on va l'observer avec nos différentes variétés d'hémoglobine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la synthèse de la variété d'hémoglobine est limitée par la présence des 2 types de globines nécessaires et la quantité de variété d'hémoglobine, elle est limitée par la quantité de globine la plus faiblement synthétisée. Donc, vous allez comprendre avec ce qui suit. Donc, si par exemple, on regarde l'hémoglobine Gower 1, qui est une zeta 2 epsilon 2, bien, on voit que les globines epsilon et zeta, elles sont synthétisées dans les 3 premiers mois de vie intra-utérine. Donc, on va avoir l'hémoglobine Gower 1 seulement dans ces 3 premiers mois-là. Après ça, on n'a plus de globine zeta, on n'a plus de globine epsilon, donc on n'aura plus de Gower 1. La Gower 2, c'est une alpha 2 epsilon 2. Donc, la epsilon, elle est synthétisée dans les 3 premiers mois de vie intra-utérine. La alpha, elle débute au début, puis elle se poursuit jusque dans la vie adulte. Donc, on va avoir de l'hémoglobine Gower 2 seulement dans les 3 premiers mois de vie intra-utérine. Parce que par la suite, on a beau avoir des globines alpha, on n'a pas de globine epsilon. Donc, vous comprenez le principe. Alors, l'hémoglobine Portland, qui est une zeta 2 gamma 2, on va l'avoir seulement les 3 premiers mois de grossesse. L'hémoglobine F, qui est une alpha 2 gamma 2, celle-là, on a des globines alpha à partir du début jusqu'à la fin de notre vie adulte. Les globines gamma, même chose, on en a à partir du début jusqu'à la fin de notre vie adulte. Donc, de l'hémoglobine fétale, on va en avoir à partir, donc 19 jours après la fécondation, jusqu'à notre mort. Par contre, au niveau de la quantité,
On a beau avoir un plateau très élevé de globine alpha, c'est la quantité de globine gamma qui va limiter la quantité d'hémoglobine fétale. À partir de la naissance, la quantité de globine gamma chute drastiquement, donc la quantité d'hémoglobine fétale va chuter elle aussi drastiquement à la naissance. L'hémoglobine A, qui est une alpha-2 bêta-2, on va en avoir à partir du 3e mois de vie intra-utérine, parce que c'est à ce moment-là que les globines bêta commencent à être synthétisées. On va en avoir tout le long de notre vie. C'est la quantité de globine bêta qui limite la quantité d'hémoglobine A. Donc, on va commencer à en avoir graduellement à partir de 3 mois de vie intra-utérine. Ça va augmenter jusqu'à atteindre un plateau très élevé tout le long de notre vie. Et finalement, l'hémoglobine A2. Donc, attention, comme la globine delta est synthétisée seulement à partir de la naissance, l'hémoglobine A2, on va en avoir seulement à partir de la naissance. Et c'est la quantité de globine delta qui est limitante. Donc, on a beau avoir beaucoup de globine alpha, on aura très peu d'hémoglobine A2 à partir de la naissance jusqu'à notre mort. Ce qui nous permet donc de dire que les hémoglobines Gower 1, Gower 2 et Portland sont uniquement chez l'embryon les 3 premiers mois de vie intra-utérine. Ce qui nous permet de compléter notre tableau des variétés d'hémoglobine avec les différentes proportions de chacune des variétés, dépendamment de l'âge de notre patient. Donc, c'est sûr qu'en hématoclinique, on fait rarement des analyses d'hémoglobine chez l'embryon. Donc, on s'entend. Par contre, c'est quand même intéressant de voir que l'embryon, au début, son hémoglobine est constituée de variétés Portland, Gower 1 et Gower 2. Puis par la suite, après les 3 premiers mois, c'est l'hémoglobine fétale qui est la majoritaire. Chez le nouveau-né, surtout si on travaille dans un centre pédiatrique, donc c'est super important de voir que la variété d'hémoglobine majoritaire, c'est l'hémoglobine fétale, qui est la alpha-2 gamma-2, que le nouveau-né a un peu d'hémoglobine A, alpha-2 bêta-2, donc il y en a 20%, et qui a un tout petit peu d'hémoglobine A2, la alpha-2 delta-2. Alors que chez l'adulte, c'est très différent. L'hémoglobine majoritaire, c'est l'hémoglobine A avec 97%. On a un peu de A2 à 2,5% et on a moins d'1% d'hémoglobine fétale. Donc, ça va être important de connaître l'âge de notre patient. Donc, ça conclut les variétés d'hémoglobine humaine normale, mais c'est sûr qu'il existe des variétés d'hémoglobine humaine anormales. Donc, dans ces hémoglobines-là, on va avoir des chaînes de globines anormales. Donc, ça va donc former un tétramère anormal. Donc, on verra ces variétés dans le cours Hématologie 2. Alors, on est maintenant rendu au pigment d'hémoglobine. Donc, un pigment d'hémoglobine, c'est défini par ce à quoi l'hémoglobine est couplée. Donc, on sait que l'hémoglobine peut être couplée, par exemple, à l'oxygène. Donc, on va voir qu'il y a différents pigments qui existent. Le pigment s'appelle ainsi parce qu'il modifie aussi légèrement la couleur ou la teinte
de l'hémoglobine et donc du sang. Donc, vous allez comprendre très bientôt. Donc, on peut définir 6 pigments différents d'hémoglobine. On en a 3 pigments normaux et on va en voir 3 pigments anormaux. Donc, on débute par les 3 pigments normaux. Donc, on commence par le plus facile, c'est notre oxyhémoglobine. Donc, on a ici notre tétramère d'hémoglobine. Donc, on a nos 4 monomères de globine avec chacun leur molécule d'M et leur atome de fer. Donc, on remarque que le fer est ici à l'état ferreux. Donc, c'est un fer Fe2+. Donc, il y a tous les électrons nécessaires pour se lier à l'N, à la globine et par le fait même à l'oxygène. Et on a évidemment notre molécule d'oxygène qui est ici notre petite bulle turquoise. Donc l'oxyhémoglobine peut être représentée par la formule HbO2. Donc l'oxyhémoglobine, ben, c'est notre principal pigment d'hémoglobine au niveau du sang artériel. Et l'oxyhémoglobine ben, donne la couleur rouge vif à notre sang. Deuxième pigment normal, la désoxyhémoglobine. Donc, on a ici nos 4 monomères de globine, les molécules d'M, les atomes de fer, qui sont encore une fois ici à l'état Fe2+, donc à l'état ferreux. On remarque qu'il n'y a pas de petite bulle d'oxygène ici. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce pigment désoxyhémoglobine. On l'appelle aussi hémoglobine réduite et on la représente par la formule Hb, entre parenthèses, Fe2+. Donc, vous allez voir tout à l'heure pourquoi on précise dans ce cas-ci que le fer est à l'état ferreux. Donc, ici, notre hémoglobine n'est couplée à rien. Il est normal d'en avoir une certaine proportion de désoxyhémoglobine, autant au niveau artériel là, que veineux. Troisième pigment normal, la carbaminohémoglobine. Donc, on a nos 4 monomères de globine, la molécule d'M, l'atome de fer et on a notre dioxyde de carbone qui est ici représenté par le petit carré mauve. Donc, la carbaminohémoglobine est représentée par la formule HbCO2. C'est évidemment le principal constituant de notre sang veineux, donc qui est allé libérer son oxygène au niveau des capillaires tissulaires et qui revient chargé de dioxyde de carbone. Donc, la désoxyhémoglobine et la carbaminohémoglobine donnent évidemment la petite teinte plus bleutée au sang, contrairement à l'oxyhémoglobine. Donc, le point commun important de ces 3 pigments normaux, c'est qu'ils sont, tous les 3, capables de fixer l'oxygène. Donc, même si la désoxyhémoglobine n'en a pas, même si la carbaminohémoglobine n'en a pas, ces 3 pigments pourraient lier l'oxygène. Donc, ils sont normaux au niveau du sang.
Maintenant, les trois pigments anormaux. Donc, on commence par la méthémoglobine. Donc, on a encore notre tétramère d'hémoglobine, donc nos 4 monomères, les molécules d'hème avec les atomes de fer, mais le fer est ici à l'état ferrique, donc il est à l'état Fe3+. Donc, il lui manque un électron au niveau de son dernier niveau énergétique pour pouvoir s'attacher convenablement à la molécule d'hème, à la globine et à l'oxygène. Donc, la méthémoglobine, elle est inefficace pour le transport de l'oxygène. Elle ne peut pas se coupler à l'oxygène. Donc, on peut former de la méthémoglobine de façon acquise à cause d'une substance oxydante dans notre organisme qui aurait oxydé notre fer. Donc, c'est pour ça qu'il devient à l'état Fe3+. Donc, en passant de la méthémoglobine, même les patients normaux peuvent en avoir une très faible proportion. En fait, un patient normal pourrait en avoir moins de 1%. Donc, chaque jour, on rencontre des substances oxydantes. Donc, on peut en développer une toute petite proportion. Par contre, à partir de 10% de notre hémoglobine qui serait de la méthémoglobine, bien là, on pourrait commencer à ressentir des symptômes légers. À partir de 35% de méthémoglobine, on aurait des symptômes importants. Et à environ de 60 à 70% de méthémoglobine, ben, le patient pourrait vraiment tomber dans un coma et même mourir. Parce qu'il faut toujours se rappeler que notre méthémoglobine ne peut pas lier l'oxygène parce que son fer il est oxydé. Donc, il n'y a pas de transport d'oxygène. Nos tissus, nos organes ne seront pas oxygénés. Heureusement, on a le NADPH qui est produit par la voie des pentoses qu'on a vu il y a quelques jours et le NADH qui est produit par la voie de la méthémoglobine réductase. Donc, ces deux molécules énergétiques sont produites et ont pour rôle de justement garder ou de conserver le fer à l'état réduit. Donc, c'est eux qui vont nous aider. Par contre, il y a une maladie héréditaire. En fait, il y a certains déficits héréditaires dans lesquels on retrouve une problématique au niveau du système réducteur de l'hémoglobine, soit de la voie des pentoses ou de la voie de la méthémoglobine réductase. Donc, c'est sûr que ces patients-là auront de sérieux problèmes. Bien, le traitement, dans les cas où on a une trop grande proportion de méthémoglobine, bien, évidemment, c'est de supprimer l'agent oxydant. On va voir dans l'hémato 2. Le deuxième pigment anormal d'hémoglobine, c'est la carboxyhémoglobine. Donc, on a ici notre tétramère d'hémoglobine avec nos molécules d'hème, nos atomes de fer. Et on remarque que le fer, il est à l'état ferreux, donc il pourrait lier l'oxygène. Vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est que le monoxyde de carbone, qui est ici représenté par le rectangle gris, donc une fois qu'il se loge au sein de la molécule d'hémoglobine, il a une affinité très, très, très élevée, beaucoup plus élevée que l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine. On dit 250 fois plus élevée. Donc, une fois que le monoxyde de carbone prend place au sein de l'hémoglobine, il est très difficile de le déloger pour permettre à l'hémoglobine de lier l'oxygène par la suite. Donc, de la carboxyhémoglobine, on peut en retrouver chez les patients normaux, donc moins de 0,5% de l'hémoglobine totale.
Donc, chaque jour, on rencontre des polluants atmosphériques. Donc, c'est le résultat de notre faible proportion de carboxyhémoglobine. Les fumeurs, qui en génèrent beaucoup plus, donc vont atteindre un 5 à 12 de carboxyhémoglobine. Et quand on atteint un 80 de carboxyhémoglobine, bien, malheureusement, les gens vont en mourir. Donc, c'est malheureusement là, le cas quand les gens se retrouvent de façon accidentelle ou parfois volontaire là, dans une pièce avec un taux élevé de monoxyde de carbone. L'hémoglobine ne peut plus transporter d'oxygène et c'est le coma et le décès. Évidemment, le traitement, c'est d'éliminer la source de monoxyde du carbone tout de suite, le plus rapidement possible, afin de limiter les dégâts. Pour les gens qui ont un taux très élevé de carboxyhémoglobine, on pourra administrer de l'oxygène, puis on pourra même utiliser ce qu'on appelle la chambre hyperbare, donc qui est une enceinte hermétique dans laquelle on peut fournir aux patients une PO2 très élevée. Donc, on va essayer de forcer l'élimination du monoxyde de carbone, puis on va essayer de forcer un petit peu le remplacement par l'oxygène. Donc, la carboxyhémoglobine, elle est représentée par la formule HbCO et elle donne une teinte rouge cerise, très éclatant au sang des patients qui ont une forte proportion. Et finalement, notre troisième pigment d'hémoglobine anormale, c'est la sulfhémoglobine. Donc, on a notre tétramère d'hémoglobine avec les molécules d'hème, les atomes de fer, mais qui sont encore une fois à l'état ferreux, donc qui devraient être capables de lier l'oxygène. Mais malheureusement, une fois que des molécules de sulfure d'hydrogène, qui sont représentées par la petite demi-lune vert lime, là, une fois que du sulfure d'hydrogène s'est lié à la molécule d'hémoglobine, cette liaison, elle est irréversible. Donc, la sulfhémoglobine, elle est inefficace pour le transport de l'oxygène. Souvent, on produit la sulfhémoglobine suite à un traitement antibiotique, donc par exemple par les phénacétines, l'acétanilide ou les sulfamides. Donc, ces médicaments qui ont un effet thérapeutique bénéfique, mais qui en forte dose ou à long terme peut avoir des effets indésirables, dont la formation de sulfhémoglobine. Évidemment, le traitement, c'est d'interrompre l'administration du médicament aussitôt, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de transformer la sulfhémoglobine en oxyhémoglobine. Donc, tout ce qu'on pourra faire, c'est attendre. Attendre la fin de la vie du globule rouge renfermant de la sulfhémoglobine. Donc, on le dit, les globules rouges ont une vie d'environ 120 jours, donc environ 4 mois. Donc, on doit attendre que ces globules rouges-là aient terminé leur vie, qu'ils soient éliminés de la circulation par le système monocyte macrophage, et par la suite, les nouveaux globules rouges seront dépourvus de sulfhémoglobine et les symptômes se résorberont. Donc, la sulfhémoglobine, qui est représentée par la molécule HbH2S, va donner une couleur verdâtre au sang. Donc, c'est pour ça la petite couleur vert lime à mes petites molécules d'hydrogène sulfuré.